Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette salle de casino. Ce matin, on a parlé écologie et maintenant, on va parler féminisme. C'est une journaliste au magazine Le Point. Elle est essayiste, elle est docteure en philosophie, elle est auteure de plusieurs essais et elle signe avec le politologue Leonardo Orlando Sexe, science et censure, les vérités taboues de la guerre du genre. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Peggy Sastre. Peggy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Déjà, moi je voulais savoir un peu déjà pourquoi vous avez accepté de venir parler de ce thème qui est un peu, qui peut être, comme on dit, tabou. Pourquoi j'ai accepté? Alors, comme dans toute bonne explication, il y a les explications proximales, c'est-à-dire les plus immédiates. Ben, c'est mon éditrice, Manuel Beyer, qui m'a dit que ce salon était merveilleux et que, et que voilà, c'était pas une occasion à laisser passer. Et les raisons, les explications distales, ultimes, c'est que j'adore le vrai débat, j'adore la vraie conversation, j'adore changer d'avis, j'adore échanger, et j'adore surtout affiner mes pensées, mes arguments face à des gens et d'autres pensées avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, et justement trouver le point d'accord à partir duquel on va pouvoir étendre une véritable conversation, et qui n'est pas comme aujourd'hui ces espèces de clash dégueulasses où chacun est sur son tunnel et chacun donne l'impression d'avoir envie de tuer l'autre partie. Et c'est ça aussi qu'on m'a dit sur ce salon, sur ces rencontres, que c'était vraiment un véritable espace de débat et de conversation, et c'est ce qui a fini de me convaincre. Bon, on va essayer donc d'avoir cette conversation civilisée, on va dire. Mais déjà, j'aimerais que vous nous racontiez ce que vous me disiez à midi, je le raconte, on a déjeuné ensemble. Comment est venue l'idée de ce livre ? L'idée de ce livre, en fait, est venue assez aussi simplement, parce qu'en fait, au départ, je devais faire un cours avec justement Leonardo Orlando à Sciences Po, début 2022 ou 2023, je crois. Nous allons laisser l'intermède se terminer. Je vais essayer de faire court, mais quand même, comme on a quand même du temps, je peux expliciter les choses. En fait, Leonardo Orlando, qui était à l'époque de notre rencontre, doctorant à Sciences Po, m'avait vu faire une conférence à Sciences Po Paris, qui n'était pas du tout une conférence académique, c'était une conférence d'une association étudiante qui m'avait invité en 2018, et aussi, je crois que c'était le 8 mars, c'était aussi une discussion autour du féminisme. Et donc, quelques jours après, je reçois un mail hyper dithyrambique. C'était « Cher docteur Sastre, c'est tellement... j'ai vu que vous étiez passé en Sciences Po, depuis des années je vous suis, enfin un truc incroyable. » Et donc j'ai mis quelques jours à lui répondre, et j'ai commencé à lui dire « Bon, vous allez vous calmer avec docteur Sastre. » Et voilà. Et l'objet de son mail, c'est qu'il voulait me proposer que quand lui, il avait fini son doctorat, il en était à 1 ou 2 ans de l'avoir fini, que je fasse un cours dans sa future chaire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc là tout de suite je lui ai dit non. Je lui ai dit j'ai quitté le monde académique pour de très bonnes raisons et de manière totalement assumée, et je ne veux pas y rentrer, je ne veux pas y re-rentrer. J'ai fait mon doctorat et voilà, et je suis partie et j'ai fait autre chose. Il a insisté, on a négocié pour que ça soit un cours à 2, et donc on l'a fast forward, on le propose à Sciences Po Paris, au campus de Reims.
Tout se passe bien, on fait la plaquette, on a nos horaires, nos salles. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu mon adresse Sciences Po machin qui m'a permis, parce que c'est un running gag avec des amis, de faire un profil Google Scholar pour pouvoir me présenter comme chercheuse indépendante. Donc tout allait bien. Et 3 semaines avant le début du cours, on a un mail de je ne sais quelle administration, direction du truc qui nous dit dans une espèce de vocable assez entre abscons, enfin cette absurdité bureaucratique qu'on connaît trop bien. En gros, voilà, que le cours ne pouvait pas avoir lieu. Bon, ok, dont acte. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que Leonardo, quelques semaines avant, il avait été vacataire à la direction pédagogique du campus de Reims. Donc en fait, il avait des infos insider qui lui sont revenues à l'oreille qui expliquaient justement cette annulation au dernier moment. Et on lui a raconté notamment qu'il y avait eu un appel donc au campus de Reims d'un truc qui est interne à Sciences Po qui s'appelle Présage. Et là, malheureusement, j'ai mal préparé cette conférence. J'aurais dû savoir qu'est-ce que veut dire l'acronyme Présage, mais je sais que dedans, il y a genre, égalité, etc. Donc c'est un espèce de politburo qui chapeaute les cours à Sciences Po et qui ont plus ou moins très au genre et au féminisme et à l'égalité des sexes, etc. Et les personnes qui ont renseigné Leonardo auraient entendu mais vous êtes dingue ou quoi? Vous n'allez pas donner un cours à Peggy Sastre? Vous savez qui c'est? Elle défend le viol. Donc vous êtes face devant quelqu'un qui défend le viol. Voilà. Alors on va pas défendre le viol quand même, hein, voilà. C'est pas vrai. Mais donc en fait, ce livre vient d'une censure. Ce livre vient d'une censure et en fait très simplement, ce livre est le cours qu'on aurait pu faire. Alors, moi, je l'ai lu, ce livre. Effectivement, il peut être dérangeant. Effectivement, parce que vous partez du postulat que les hommes et les femmes sont différents, physiquement, dans leur chimie, dans leur biochimie, dans leurs hormones, dans leur physique. Et ça doit choquer énormément de gens. Voilà. Ici. Et donc, oui, mais visiblement... C'est le truc incroyable. Et donc, tout découle de ça. En fait, toute l'organisation sociétale découle de ça. Qu'est-ce qui, selon vous, gêne? En fait, tout, ça aussi, j'aime beaucoup le préciser, tout, non, mais beaucoup de choses, en fait, découlent de cette différence assez fondamentale et qui en fait, les hommes et les femmes diffèrent pour des raisons, attention, fermez les oreilles, des plus jeunes, reproductives. Nous sommes une espèce sexuée. Je sais que c'est des trucs incroyables. Bref, tout ça pour dire quoi? Oui, que ce que j'essaye un peu souvent de répéter, c'est que la biologie n'explique pas tout, mais sans biologie, on ne comprend rien. Et c'est ça c'est ma pauvre carrière depuis 20-25 ans, c'est creuser ce sillon-là. Et qu'est-ce qui peut choquer Parce qu'il y a des chapitres quand même où vous parlez de sport, vous parlez des jouets non genrés, en disant c'est un scandale parce qu'on dépense des millions d'euros pour mettre des jouets non genrés, alors que les petits garçons vont jouer avec des jeux de construction et les petites filles vont avoir tendance à jouer avec des poupées. Oui, en tendance. Voilà, c'est des tendances. Oui, voilà. C'est des tendances statistiques, des moyennes, etc. Mais juste pour finir sur ce qui se peut choquer, je pense que quand ça choque, les gens qui sont choqués, en fait, c'est la matérialisation d'une ignorance. C'est la matérialisation d'années de désinformation médiatique, éducative, etc., qui ont fait justement de ces sujets, du sujet de ce bouquin un tabou, des vérités tabous, mais ça n'aurait pas dû avoir lieu d'être, en fait, parce que ce qu'on raconte dans le livre, en fait, on fait une synthèse d'une littérature scientifique qui existe et qui a été confirmée. C'est des trucs hyper basiques qu'on dit dans le livre.
ça ne devrait pas choquer, justement, ça ne devrait pas choquer, comme on dit, de dire que la Terre est ronde. Après, on sait qu'aujourd'hui, que c'est ce genre de propos hyper révolutionnaire qui est remis en question, qui peut être remis en question. Mais voilà, c'est ça aussi, j'aimerais insister là-dessus, c'est que ce qui est dans ce livre, c'est pas hyper innovant, contredit, controversé, etc. C'est vraiment la base, c'est vraiment un truc qu'on devrait apprendre. Après, on a des débats avec mon co-auteur, Leonardo, genre quand est-ce qu'il faudrait commencer. Moi, je pense qu'on peut commencer très tôt, on peut commencer en primaire, lui il est plus plutôt collège ou lycée, mais le truc fondamental à savoir, c'est que là pour le coup c'est un véritable scandale et c'est effectivement choquant que si peu de gens arrivent à l'université sans savoir ce qu'annonce ce livre. Oui, c'est ça, parce que là, vous parlez de plusieurs postulats scientifiques. C'est pas votre avis, c'est pas juste votre point de vue. C'est en fait, il y a des études scientifiques qui sont toutes dedans. Il y a toute une bibliographie qui est très complète pour abreuver votre théorie, en fait. Et qui est complète, mais qui est aussi très synthétique, parce que si on avait voulu, voilà, oui, vous auriez pu voilà, faire c'est ça. trois volumes, trois volumes rien que pour la bibliographie, et encore on n'aura pas tout mis. Oui, c'est ça. Après, comment dire, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, une anomalie dans ce que je fais. À part pour l'avant-dernier livre, celui qui est paru l'année dernière, qui était beaucoup plus en fait qui était pas scientifique, qui était plus un éditorial en 150 pages. Bref, tout ça pour dire quoi ? Que oui, à la base, je suis journaliste scientifique et ce qui m'intéresse, c'est moi d'apprendre des choses et essayer en tout cas de faire passer. Peut-être pas faire comprendre parce que je parle mal et je ne suis pas pédagogue, etc. Mais en tout cas d'éveiller l'intérêt et que des gens se disent « Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça et je vais aller voir plus loin et je vais lire tel truc. » Voilà, susciter l'étincelle qui va faire que la réflexion va se faire et la véritable pensée, mais en tout cas sur des bases scientifiques, de chercheurs, etc. Vous comprenez que ces théories-là, vos théories, puissent... Moi, quand j'ai préparé cet entretien, j'ai discuté avec des gens que je connais qui m'ont dit « Oh là là, mais là, ces théories, elles sont d'extrême droite, elle veut le retour des femmes à la maison, parce que les hommes sont supérieurs, parce que... » Donc moi, je disais « Mais non, vous n'avez pas lu le livre déjà, parce que ce n'est pas ça du tout. » Mais vous comprenez qu'il y a est-ce que le féminisme doit se nourrir de données scientifiques ou est-ce que c'est juste une opinion ? Le féminisme doit se nourrir de données scientifiques, en fait, pour être efficace, parce que ça, c'est le grand principe organisateur des civilisations des Lumières, dont on est encore aujourd'hui le fruit et la preuve. C'est que la connaissance est du pouvoir. La connaissance permet le pouvoir. On ne change pas les choses et surtout on n'améliore pas les choses. Il n'y a aucun progrès possible si on n'a pas une bonne connaissance de la matière première à partir de laquelle on passe, à partir de laquelle on parle. On va y arriver. Et est-ce que je comprends ? Oui, parce que mon grand problème dans la vie, c'est que je comprends à peu près tout. Est-ce que vous l'acceptez ? Oui. En fait, ça me fait rigoler. Enfin, comment dire, il y a quand même un truc ironique, c'est que dire, pour la petite histoire qui est pour le coup très personnelle, moi je suis venue à la biologie comportementale, à la psychologie évolutionnaire, à la sociobiologie, etc. parce que justement, je n'avais pas une vie de femme normale. Très jeune, j'avais pas non plus 12 ans, mais genre voilà, là, au début de ma vie sexuelle, 15, 16, 17, 18, surtout 20, et autour du début de la vingtaine, j'avais une sexualité excessivement, typiquement masculine, aucun lien entre sexualité et sentiments, une consommation excessive, non pas excessive parce que c'est un jugement de valeur, bref. Et le fait est, voilà, une consommation certaine. Et
le fait est que ça a chopé par rapport à mes congénères féminines qui me considéraient comme le diable incarné. Et de l'autre côté, vu que j'avais cette frénésie, j'étais pas non plus un bon... En fait, j'étais pas un bon parti pour les mecs. Et donc, je me suis retrouvée socialement assez isolée avec ce truc. Et le fait est que par un concours de circonstances, j'ai commencé à découvrir la psychologie évolutionnaire, la sociologie, etc. Et tout justement, toutes ces études et ces travaux et ces livres qui expliquent en tout cas une partie de l'organisation sociale et de nos comportements par la biologie, et en particulier la biologie sexuelle et la biologie reproductive. Et là, j'ai compris, j'ai fait oui, en fait, je suis une anomalie. Enfin, comme une anomalie, je suis pour parler... Pas une femme comme les autres. Voilà, pas comme les autres, mais il y en a aussi relativement beaucoup comme moi. Mais le fait est que voilà, je ne suis pas typique, je ne suis pas stéréotypique, je ne suis pas dans la moyenne, etc. Et même aussi pour un peu sortir de la sexualité, de manière... je déteste dépendre, je déteste qu'on dépende de moi, je déteste dépendre de quelqu'un, et en particulier d'un homme. Si un homme me dit un truc quoi faire, genre je suis, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ce que souvent ce que je dis, c'est que en fait j'ai été élevée j'étais féministe par défaut. En fait, chez moi, le féminisme c'était comme l'eau du poisson rouge. Il y avait pas de différence entre mon père et ma mère. Il y avait surtout pas, comment dire, d'ascendant de mon père sur ma mère. C'était très égalitaire, même les trucs de base du genre là, les tâches ménagères, c'était en tout cas de ma perception. Peut-être que si je demandais à ma mère, mais non, mais tu sais, j'étais opprimée, j'étais sous emprise. C'était très égalitaire. Il y avait j'ai un frère et une sœur. On a été élevés vraiment de la même manière, dans le sens où il fallait réussir à l'école et le reste était accessoire, et le reste surtout la conjugalité, le fait de se trouver un mari ou une femme, etc. C'était vraiment secondaire. Enfin, et c'était même, ça pouvait, en tout cas au début, quand on était encore quand on avait l'âge d'être encore chez mes parents, c'était vu comme même une menace. C'était allez pas chercher à vous marier ou à avoir un amoureux, une amoureuse, etc. Réussissez bien à l'école et soyez les meilleurs, etc. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert le féminisme idéologisé, militant, etc., en arrivant à la fac. Et de par ma vie sexuelle dissolue, je me suis retrouvée, comment dire, je me suis retrouvée vraiment face à des filles qui me détestaient, et en fait, et qui pour moi en fait n'avaient pas cette espèce de féminisme voilà, comme l'air qu'on respire que moi j'avais vécu, quoi. Parce que là, on le voit, vous avez été censuré donc pour ce cours à Sciences Po, mais vous parlez aussi du fait que dans les universités, oui, maintenant, on ne peut plus travailler sur certains sujets. Oui, bien sûr, et c'est l'introduction. On n'est pas les seuls, et notamment dans le monde anglo-saxon. Il y a notamment un cas qui me tient très à cœur, c'est celui de Carol Hooven, qui était à Harvard, qui était à je crois à la faculté de médecine de Harvard, qui était une grande chercheuse, etc., et qui littéralement s'est fait pourrir par ses étudiants, et ça a tellement été horrible qu'elle a été, entre guillemets, forcée de démissionner, parce que dans un cours, elle a dit que oui, la testostérone a un effet sur les différences entre hommes et femmes, et sur de différents traits, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, il y a des élèves qui l'ont dénoncé à l'administration en disant oui, nous avons été choqués, c'est offensant, nous avons été micro-agressés, etc. Et ça a été une cabale telle, voilà, qu'elle s'est dit ouais, mais je préfère lâcher l'affaire et démissionner.
Et ça, voilà, cet été, j'avais fait une série dans Le Point sur les chasses aux sorcières académiques, et notamment sur trois grands cas. Le premier d'où je viens, un anthropologue qui s'appelait Napoléon Chagnon, qui était un énorme anthropologue. Il avait vendu davantage que Margaret Mead. Il était la star de la BBC, des documentaires très populaires, etc. Et parce que son crime a été justement d'étudier la biologie de la violence, de montrer que, pareil, avec faits et études, et notamment génétique à l'appui, parce qu'il avait travaillé avec un généticien, que la violence avait une base à la fois biologique et que surtout, ça passait par les femmes. C'était que les femmes sélectionnaient les hommes les plus violents d'une tribu amazonienne. Et les hommes étaient en fait rétribués biologiquement par le fait qu'ils avaient plus d'enfants que les autres. Et c'est pour ça que les très violents perduraient dans la population. Et il a subi une cabale atroce. Il a été accusé de génocide. C'était déjà la mode à l'époque. Enfin bref, j'ai essayé de la faire courte. Ça a mis il a mis près de 10 ans à être réhabilité, à revenir à l'Académie américaine des sciences, etc. Mais voilà, si je dis que je viens de là, c'est qu'en fait, j'ai aussi découvert la biologie comportementale avec cet homme. Je lui avais écrit l'équivalent de Cher Docteur Sastre, c'était Cher Docteur Chagnon, je vais être comme vous, etc. C'était en 2000-2002. Et il m'avait répondu, tout en me donnant la bibliographie que je voulais de manière très généreuse, il m'avait répondu quelque chose d'assez cryptique à l'époque, qui est « Toi, t'es française, tu veux faire de la biologie comportementale, t'es morte avant d'être née, quitte le monde académique le plus vite possible. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait à moi, alors que je suis une énorme sommité, à toi, c'est même pas la peine d'espérer. » Et j'avais pas compris à l'époque. Après, comment dire, c'est pas lui qui m'a fait décider à juste faire mon doctorat et pas rester dans le monde de la recherche, parce que je me suis décidée là-dessus de manière assez rapide et très ferme. Mais en fait, j'ai compris ce qui lui était arrivé, en fait. Donc là, cet échange date de 2002, parce que c'est quand je suis arrivée à la fac. Et j'ai compris, en fait, en 2016, en lisant un bouquin qui s'appelle Galileo Middlefinger, donc le major de Galilée, qui a malheureusement pas été traduit, et qui documente toutes ces cabales académiques contre différents chercheurs, faits pour des raisons humanistes, des bonnes intentions, etc. Et ce qui est arrivé à Chagnon était documenté de manière clinique et très détaillée, et j'ai compris, en fait, 15 ans plus tard, ce qu'il avait voulu me dire. Là, justement, dans vos théories, vous partez de la biologie comportementale, donc ces différences entre hommes et femmes, mais qui déterminent tout, en fait, qui déterminent la façon dont on joue quand on est petit, qui déterminent notre orientation professionnelle, qui déterminerait également notre orientation sexuelle, c'est-à-dire que vous dites que dans la biologie comportementale, les femmes, elles préféreront un homme qui va avoir de l'argent, avoir une position sociale, et l'homme, lui, va préférer une femme jeune, en bonne santé, donc une belle femme, pour pouvoir se reproduire. On a l'impression qu'on est... Alors on est des êtres humains, mais on est des animaux comme les autres, en fait. Ah, ça c'est sûr, ça c'est le truc, genre abandonner tout espoir, nous sommes des animaux. Là aussi, faut le temps de processer, comme on dit. Non, c'est intéressant le terme déterminé, parce que justement ça ne détermine pas, ça prédispose, et c'est ça aussi qui est passionnant avec la biologie, c'est que la biologie n'est faite que justement de tendances, de statistiques, et surtout le truc des fois qui est très passionnant, c'est que les choses se voient à l'échelle des populations et à l'échelle des différences entre les populations. Les cas particuliers, ça peut aller complètement, comment dire, contre la théorie. Il suffit, l'évolution se fait sur les masses, sur les populations, etc. Et voilà, tout ça pour dire quoi ? Que oui, ça prédispose à plein de trucs, mais ça prédispose à justement à des tendances, à des moyennes. Donc oui, en tendance, les femmes
et notamment dans des environnements difficiles, etc., ont tendance en général à être attirés par les hommes qui peuvent leur fournir des ressources, parce que elles, comme leur reproduction est interne, il y a la grossesse, c'est 9 mois, c'est difficile. On peut pas, comment dire, on peut pas tout faire dans la vie. Ça aussi, c'est l'un des grands, comment dire, enseignements d'un état d'esprit biologique, c'est que il n'y a jamais de solution parfaite. Tout est une question d'arbitrage, de trade-off. Par exemple, le cas d'école, c'est notre pharynx. Notre pharynx a évolué, je vais essayer de la faire courte aussi, a évolué de manière à permettre le langage. Permettre le langage est l'un des outils qui a fait que l'humanité a prospéré, a fait des empires, etc. Mais le trade-off de ça, c'est que par rapport à d'autres primates, on a nos voies digestives et aériennes très proches, et donc en fait, on meurt beaucoup plus que les autres d'un truc super con qui est, on a un bout de bouffe la fausse route, voilà, la fausse route. Et ça, c'est le cas, c'est l'un des cas d'école pour moi les plus passionnants, justement qui, à mon sens, permet de faire saisir le côté, voilà, très stimulant pour la pensée d'avoir un état d'esprit biologique, qui est que ce qui a permis cette, entre guillemets, supériorité assez exceptionnelle par rapport au reste du règne animal, se paye par un truc hyper débile, quoi. Je veux dire, pour mourir, je ne sais pas si vous avez, moi j'ai une liste des morts les plus connes du monde. Et mourir par une fausse route fait partie des morts les plus connes du monde. Là, ce serait comprendre justement cette biologie-là, ouais, pour pouvoir évoluer. Bien sûr, c'est ça. Ça aussi, c'est au cœur pas de mes recherches, parce que voilà, je suis pas chercheuse, je suis à la limite vulgarisatrice et oui, journaliste et j'écris, etc. Mais c'est pas moi qui est dans le cœur. Moi, je parasite les scientifiques. Hein. Et c'est ça aussi, voilà, c'est au cœur de mon œuvre, entre guillemets. C'est le truc, la biologie nous tient en laisse, mais quand on ne la connaît pas, la laisse est d'autant plus courte. Et ça aussi, c'est très vieux. C'est Spinoza, c'est connaître vos déterminations. La véritable liberté, c'est la connaissance de nos déterminations. Et voilà. Voilà, pour résumer, si on résumait ce que je veux faire dans mon œuvre intellectuelle, c'est ça, c'est comprendre, faire comprendre que comprendre en général et la biologie en particulier, vu que c'est mon dada, n'est pas du tout ce que vous disiez au début, n'est pas du tout enfermant. C'est un outil d'émancipation qui est formidable parce que justement, il part du réel, il est matériel, il est efficace. Voilà. Il permet une efficacité. Je suppose que vous vous réclamez plus du féminisme d'Elisabeth Badinter, Caroline Fourès que de Sandrine Rousseau. Ah là là, on choque aujourd'hui. Faut faire du buzz. Non, mais des trucs hyper étonnants, stupéfiants. En fait, oui et non. Enfin, non, comment dire, oui, effectivement, parce que je penche plus vers Caroline Fourest et Badinter que Sandrine Rousseau, ça c'est assez sûr. Et notamment un truc moi, qui m'avait pour le coup, je ne sais pas si ça a choqué, mais pour moi c'est paradigmatique en fait du problème que je peux avoir avec un certain féminisme. C'était la phrase de Sandrine Rousseau, en gros qu'elle préfère les sorcières aux ingénieurs qui construisent des centrales nucléaires. Et pour moi, c'est l'un des problèmes le plus... Là, elle a mis le doigt sur le problème du féminisme contre lequel... Je ne peux pas dire que je me bats, parce que en fait, j'en ai rien à foutre, mais qui se bat contre vous, en tout cas. Qui arrive, qui se bat contre moi, c'est que voilà, faire du savoir, faire de la science, faire de la connaissance un ennemi et renvoyer les femmes aux trucs débiles, genre vous allez être sorcière, vous allez vous tirer les tarots, vous allez vous faire des tresses et machin, c'est pas possible, quoi. Et en plus, si on veut avoir une lecture
pour le coup, idéologique, militante, etc., c'est hyper sexiste, en fait. Ça veut dire que les femmes, elles sont complètement connes. Elles ne peuvent pas faire des maths et elles peuvent faire des pentagrammes pour faire une malédiction contre le mec qui les a mal organisés dans la rue, quoi. Là aussi, dans votre livre, il y a un passage qui peut être un peu dérangeant. On a parlé des trajectoires professionnelles, mais il y a aussi le regard masculin qui, effectivement, quand vous disiez au tout début que il y avait un mouvement qui disait que vous acceptiez, enfin que vous défends le viol. Vous défendiez, voilà, le viol. Sauf qu'on a l'impression que voilà, les hommes sont des obsédés sexuels, et puis ça changera pas. Et il faut qu'ils possèdent, qu'ils dominent les femmes. Beaucoup d'hommes sont des obsédés sexuels, et ça changera lentement, et ça changera surtout, et ça changera surtout pas par décret. En fait, ça c'est pas des lois, c'est pas des politiques, c'est pas surtout pas des interdictions, des contraintes qui font que ça change. Ce qui fait que les espèces et l'espèce humaine changent, évoluent, déjà elle le fait lentement, et c'est le contexte matériel, l'environnement, etc. Et ça aussi, pour revenir à une question qu'on a abordée un peu plus tôt, en fait, qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux femmes d'être puissantes comme elles ne l'ont jamais été dans l'histoire ? C'est la maîtrise de leur reproduction. C'est le fait que ça, c'est quelque chose que j'avais entendu chez Badinter qui est très fort, qui est notre corps. On peut avoir la maîtrise de notre corps pour que notre corps ne nous trahisse pas, en fait. Et qu'est-ce qui est, et ça dans tout, c'est un fait, c'est une donnée qui est pareil très consensuelle, c'est pas du tout controversé, etc. Quel est le premier facteur de progression des sociétés, en fait, de progression de développement économique ? C'est les femmes ont la maîtrise de leur fertilité et peuvent faire des études et peuvent travailler et participer à la prospérité de leur société. Je ne sais pas où je On était parti sur les hommes qui sont des obsédés sexuels qui veulent dominer les femmes. Voilà. Des obsédés sexuels, oui. Après, la domination, ça aussi, c'est une question qui est pour moi n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait en avoir l'air. C'est que, comment dire, oui, c'est une domination dans le sens, c'est même plus qu'une domination, c'est une annihilation. En fait, le viol, comment dire, le viol est comment dire, le cas d'école, comment dire, c'est l'annihilation de la personne, de la femme. Voilà, en fait. C'est qu'en fait, ça aussi, accrochez à vos bretelles, pour faire un enfant, il faut être deux. Et les hommes et les femmes ont, pas en tendance, mais du fait de leur biologie, donc le fait que pour avoir un enfant, ce qu'on appelle en fait l'investissement parental minimal, ça c'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 70 par Robert Travers, qui est vraiment fondamental pour comprendre le genre de choses qu'on dit dans le livre. L'investissement parental minimal, qu'est-ce qui est le minimum pour qu'un individu puisse se reproduire ? Une femme, c'est minimum une grossesse, 9 mois. Un homme, c'est éjaculer un quart de seconde sur un ovule fertile. Et ça, justement, pour le coup, ça détermine, ça ne prédispose pas. Là, c'est vraiment un déterminant. Une différenciation de stratégie sexuelle qui est vraiment fondamentale. Bref, pour revenir au viol, en fait, le viol, c'est en fait l'effacement de la partie féminine. Comment dire, l'effacement du choix féminin. C'est que la femme est justement dominée. En fait, la femme est prise justement en tant que juste pourvoyeuse d'un œuf pour que vos gènes passent à la génération suivante. Et une petite... Sauvez-moi, je ne sais plus où je suis. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui est très instructif, qui est effectivement dérangeant, mais moi, je suis absolument pas scientifique, donc j'ai découvert plein de choses. En tout cas, merci infiniment, Peggy Sastre. C'était
Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'une femme qui réussit est moins attractive ? Ah, malheureusement, oui, ça c'est le truc. C'est ça et pareil. Après, comment dire, les biais, c'est que c'est statistique et c'est surtout ces études-là ont été faites sur des sites de rencontres. Donc voilà, comment dire, il faut être conscient de ce point de départ-là. Oui, les hommes sur les hommes sur les sites de rencontres sont statistiquement pas attirés. Plus la femme est diplômée, moins la femme est likée. Donc cachez vos diplômes. Ce sera le mot de la fin, donc. Merci infiniment, Peggy Sas. On l'applaudit, merci.